Sur le front de la guerre commerciale, cette fois-ci, le ton se durcit entre Washington et Bruxelles. Et on ouvre ce tour d'horizon de l'actualité avec la parole très attendue du président russe depuis la proposition américaine de cessez-le-feu dévoilée mercredi dernier et acceptée par l'Ukraine. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était d'accord pour arrêter les combats, mais il a émis de nombreuses interrogations. Il se demande notamment si les troupes ukrainiennes dans la région russe de Koursk se retireront ou si Kiev renforcera son armée pendant l'arrêt des combats dans la perspective de leur reprise. Il ajoute que toute trêve en Ukraine doit mener à une paix durable et qu'un règlement du conflit doit tenir compte de ses causes profondes. Or, bon nombre des causes profondes citées par Poutine ont été énoncées dans un projet de traité rédigé par les négociateurs russes et ukrainiens en avril 2022, quelques semaines après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. La Russie avait alors justifié son invasion cette année-là comme une défense contre l'expansion de l'OTAN. Vladimir Poutine avait par ailleurs conditionné le retrait de ses troupes à la démilitarisation de l'Ukraine, propos auxquels le président ukrainien a répondu en dénonçant une manipulation de son homologue russe. Enfin, pour être tout à fait complet sur ce sujet, sachez tout d'abord que cette nuit, Vladimir Poutine s'est entretenu au téléphone avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman pour évoquer notamment le règlement du conflit ukrainien, annoncé le Kremlin. Dans un communiqué, par ailleurs, Washington n'a pas renouvelé une autorisation permettant aux banques russes de continuer à utiliser les systèmes de paiements américains pour des opérations liées à des contrats déjà en cours dans l'industrie pétrolière russe. Et enfin, Londres devrait annoncer augmenter de 2 milliards de livres les capacités de financement de l'UKEF, son agence gouvernementale de crédit à l'exportation, une mesure qui doit permettre d'augmenter la compétitivité des entreprises de défense du pays. Sur le front de la guerre commerciale, cette fois-ci, le ton se durcit entre Washington et Bruxelles. Le président américain Donald Trump a en effet menacé hier l'Union européenne d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin, le champagne et d'autres spiritueux produits dans le bloc des 27, après que l'Union européenne a prélevé ce qu'il a qualifié de méchants droits de douane de 50% sur le whisky distillé aux États-Unis. Dans un message publié sur sa plateforme de médias social, Truth, Donald Trump a affirmé que l'UE était l'une des autorités fiscales et tarifaires les plus hostiles et les plus abusives au monde. Je le cite évidemment, il a ajouté qu'elle avait été créée en 1993, dans le seul but de prendre l'avantage sur les États-Unis sur le plan économique. Un avertissement qui a provoqué une onde de choc chez les producteurs européens. Ceux-ci se retrouvent entraînés contre leur gré dans une guerre commerciale entre les deux rives de l'Atlantique, alors qu'une partie non négligeable de leur clientèle se trouve aux États-Unis. Pour les professionnels du secteur, la Commission aurait dû imposer des taxes sur l'ensemble des produits américains, car sa réponse mal calibrée a particulièrement exposé leur secteur. Du côté de la sphère politique, le ministre délégué chargé du commerce extérieur français, Laurent Saint-Martin, a réagi dans la foulée, assurant que la France restait déterminée à riposter. Nous ne céderons pas aux menaces et protégerons toujours nos filières, a déclaré Laurent Saint-Martin dans un message sur X, déplorant la surenchère de Donald Trump dans la guerre commerciale qu'il a choisi de déclencher. Toujours aux États-Unis, ce vendredi à minuit, les États-Unis risquent une paralysie budgétaire en l'absence d'un accord au Sénat. La proposition républicaine soutenue par Donald Trump mais rejetée par les démocrates vise à prolonger le financement de l'État fédéral jusqu'en septembre. Ce texte, déjà validé par la Chambre des représentants, prévoit notamment une augmentation de 6 milliards de dollars pour la défense, mais impose aussi une réduction de 13 milliards dans d'autres secteurs, une situation que les démocrates jugent inacceptable. Ils dénoncent également le rôle d'Elon Musk, chargé par Donald Trump, vous le savez, d'un programme de réduction des effectifs fédéraux au sein de la commission Dodge. Mais tôt ce matin, le sénateur démocrate américain Schumer a expliqué que son parti fournirait les votes nécessaires pour éviter une fermeture du gouvernement. La menace de paralysie budgétaire semble donc se dissiper totalement. Concernant le calendrier économique du jour, les investisseurs auront peu de choses à se mettre sous la dent, tout au plus le CPI en France et l'enquête Michigan auprès
auprès des consommateurs américains. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier et en Europe. Après le rebond de la veille, les principaux marchés européens ont été une fois de plus pénalisés par les inquiétudes liées à la guerre commerciale. Une rechute des marchés après que Donald Trump a menacé d'imposer à 200%, a menacé d'imposer 200% de droits de douane sur les vins et alcools de l'Union européenne. Le CAC 40 a perdu 0,64% à 7 968 points. À Londres, le FTSE a symboliquement gagné 0,02% à 8 542 points, tandis que le DAX a lui cédé 0,63% à 22 532 points. Aux États-Unis, les investisseurs sont toujours nerveux face au risque de récession induit par la guerre commerciale de Trump. Le Dow Jones a reculé de 1,3% à 40 813 points. Le S&P 500 a cédé 1,39% à 5 521 points. Le Nasdaq Composite a lui abandonné près de 2% à 17 303 points. En Asie, cette nuit, les marchés ont rebondi, les investisseurs soulagés, des signes indiquant que les États-Unis vont éviter un shutdown. Au Japon, le Nikkei a gagné 0,72%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a lui pris 2,39%, tandis que le CSI 300 de la Chine continentale a inversé ses mouvements, ses pertes pour grimper à 2,43%. Qu'enfin, quant au prix du pétrole, hier, ils ont largement cédé du terrain après que l'Agence internationale de l'énergie a modélisé une offre mondiale excédentaire en 2025 de 600 000 barils par jour. Or, je vous rappelle que mercredi dernier, l'OPEP avait, elle, anticipé une hausse de la production cette année et que dans le même temps, l'Agence américaine sur l'énergie avait, elle, révisé à la baisse ses prévisions de production mondiale. Bref, vous l'aurez compris, c'est le flou absolu actuellement. Les opérateurs en pleine incertitude à l'endroit des droits de douane et de leurs conséquences, des droits de douane qui pourraient, je vous le rappelle, freiner la croissance économique mondiale. Hier donc, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a perdu 1,51% à 69,88 $. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison avril, il a lui reculé de 1,67% à 66,55 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 14 mars 2025. Et juste après, comme convenu, nous retrouverons David Furcage et sa chronique et sa rubrique, les échos de Across the Market. À tout de suite sur TF Finance.